30 juillet 1942, le sous-marin allemand U-166 opère dans le golfe du Mexique et lance une torpille contre un transport escorté. L'escorte a répondu immédiatement à l'attaque. Ce même jour cessent les transmissions. Le commandement allemand ne reçoit plus de signaux de l'équipage dirigé par Hans-Günther Kühlmann. 2 journées après, un avion de la garde côtière informe avoir attaqué et détruit un sous-marin dans un autre secteur du Golfe. Durant presque 60 ans, cette action reste enregistrée comme le naufrage définitif. Cependant, quand des explorations du fond marin ont identifié une structure compatible avec un sous-marin type 9C dans l'ère de l'affrontement original, la version acceptée a changé. La position réelle ne coïncidait pas avec celle consignée dans les archives. L'état dans lequel il est apparu a posé un doute majeur. Si le sous-marin a été détruit, pourquoi n'est-il pas apparu là où on disait qu'il avait été coulé? Versailles interdit. Dönitz impulse le type 9. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était restée soumise aux conditions imposées par le traité de Versailles. Entre ces clauses, les plus strictes figuraient l'interdiction absolue de construire et de posséder des sous-marins. La flotte impériale a été dissoute et remplacée par la Reichsmarine, une force réduite en tonnage, en armement et en nombre d'unités. La nouvelle marine ne pouvait maintenir que des navires légers et une structure limitée sous supervision internationale. Dans ce scénario, l'arme sous-marine a disparu officiellement de l'ordre naval allemand. L'interdiction n'a pas seulement affecté les navires existants, elle a aussi atteint l'industrie, les chantiers navals et les départements techniques qui avaient développé des sous-marins durant le conflit précédent. Des contrôles ont été imposés sur la construction navale et la fabrication de composants associés à ce type d'unité a été restreinte. Cependant, la connaissance accumulée entre 1914 et 1918 n'a pas été détruite. Les plans, les calculs structurels et l'expérience pratique sont restés entre les mains d'ingénieurs, de techniciens et d'officiers qui avaient participé à l'effort précédent. Durant la décennie de 1920, alors que l'interdiction continuait d'être en vigueur, la continuité technique a trouvé des voies indirectes pour se maintenir active. Des accords ont été établis à l'étranger et on a collaboré à des projets qui ont permis aux ingénieurs allemands de continuer à travailler sur des concepts liés à la conception sous-marine. Il ne s'agissait pas de construire des unités pour l'Allemagne, mais de préserver la capacité technique, de perfectionner les méthodes de calcul et de maintenir l'expérience industrielle. Durant cette période, on a analysé des configurations de coques résistantes, des systèmes de lest et une distribution interne orientée vers l'amélioration de la résistance structurelle et de la stabilité en immersion. Au sein de la Reichsmarine, certains officiers considéraient que le sous-marin reviendrait occuper une place centrale dans le futur. Parmi eux se distinguait Karl Dönitz, qui avait servi dans la guerre sous-marine de 1917 et avait observé directement l'impact de l'attaque sur le commerce maritime. Son expérience l'a conduit à soutenir que le naufrage constant de navires marchands pouvait altérer l'équilibre stratégique d'une guerre prolongée. Ce n'était pas une idée improvisée, mais le résultat d'analyses sur le tonnage détruit, la capacité de remplacement industriel et la vulnérabilité des routes maritimes. Durant les années de la République de Weimar, la marine allemande opérait sous des limitations strictes, mais en interne, une structure organisationnelle capable de se réactiver si les conditions changeaient a été maintenue. De jeunes officiers ont reçu une formation technique. Des archives et des manuels ont été conservés. L'expérience ne se présentait pas publiquement comme un programme sous-marin, mais la base humaine et administrative n'a pas disparu. En 1933, le changement politique a altéré le cadre stratégique. Le nouveau gouvernement a initié un processus de réarmement qui n'a pas été annoncé de façon complète dès le premier moment, mais qui a avancé de manière progressive. Versailles interdit. Versailles interdit. Dönitz impulse le type 9. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était restée soumise aux conditions imposées par le traité de Versailles. Entre ces clauses, les plus strictes figuraient l'interdiction absolue de construire et de posséder des sous-marins. La flotte impériale a été dissoute et remplacée par la Reichsmarine, une force réduite en tonnage, en armement et en nombre d'unités. La nouvelle marine ne pouvait maintenir que des navires légers et une structure limitée sous supervision internationale. Dans ce scénario, l'arme sous-marine a disparu officiellement de l'ordre naval allemand. L'interdiction n'a pas seulement affecté les navires existants,
Elle a aussi atteint l'industrie, les chantiers navals et les départements techniques qui avaient développé des sous-marins durant le conflit précédent. Des contrôles ont été imposés sur la construction navale et la fabrication de composants associés à ce type d'unité a été restreinte. Cependant, la connaissance accumulée entre 1914 et 1918 n'a pas été détruite. Les plans, les calculs structurels et l'expérience pratique sont restés entre les mains d'ingénieurs, de techniciens et d'officiers qui avaient participé à l'effort précédent. Durant la décennie de 1920, alors que l'interdiction continuait d'être en vigueur, la continuité technique a trouvé des voies indirectes pour se maintenir active. Des accords ont été établis à l'étranger et on a collaboré à des projets qui ont permis aux ingénieurs allemands de continuer à travailler sur des concepts liés à la conception sous-marine. Il ne s'agissait pas de construire des unités pour l'Allemagne, mais de préserver la capacité technique, de perfectionner les méthodes de calcul et de maintenir l'expérience industrielle. Durant cette période, on a analysé des configurations de coques résistantes, des systèmes de lest et une distribution interne orientée vers l'amélioration de la résistance structurelle et de la stabilité en immersion. Au sein de la Reichsmarine, certains officiers considéraient que le sous-marin reviendrait occuper une place centrale dans le futur. Parmi eux se distinguait Karl Dönitz, qui avait servi dans la guerre sous-marine de 1917 et avait observé directement l'impact de l'attaque sur le commerce maritime. Son expérience l'a conduit à soutenir que le naufrage constant de navires marchands pouvait altérer l'équilibre stratégique d'une guerre prolongée. Ce n'était pas une idée improvisée, mais le résultat d'analyses sur le tonnage détruit, la capacité de remplacement industriel et la vulnérabilité des routes maritimes. Durant les années de la République de Weimar, la marine allemande opérait sous des limitations strictes, mais en interne, une structure organisationnelle capable de se réactiver si les conditions changeaient a été maintenue. De jeunes officiers ont reçu une formation technique. Des archives et des manuels ont été conservés. L'expérience ne se présentait pas publiquement comme un programme sous-marin, mais la base humaine et administrative n'a pas disparu. En 1933, le changement politique a altéré le cadre stratégique. Le nouveau gouvernement a initié un processus de réarmement qui n'a pas été annoncé de façon complète dès le premier moment, mais qui a avancé de manière progressive. L'élargissement des forces armées a inclus la planification navale. Dans les années immédiatement postérieures, des conceptions préliminaires ont été préparées et les départements chargés de la construction et de la supervision technique ont été réorganisés. L'accord naval anglo-allemand de 1935 a établi un pourcentage autorisé par rapport au tonnage britannique. Cette négociation a ouvert la porte à la construction ouverte de sous-marins dans des limites définies. À partir de ce moment, la production a cessé d'être une question occulte et est passée à s'intégrer dans des programmes officiels. Dans la première phase du réarmement, les modèles développés étaient orientés vers des opérations relativement proches des bases européennes. Cependant, la conception stratégique que défendait Dönitz exigeait une plus grande portée. Si la guerre future se dirigeait contre le trafic maritime, les unités devaient opérer dans des zones vastes, rester de longues périodes en patrouille et revenir sans dépendre de ravitaillement constant. Ce besoin a impulsé le développement d'un modèle d'une plus grande autonomie. Ainsi a commencé l'évolution vers le type 9. Ce sous-marin a été conçu avec des dimensions 100 mètres, vannes, hélices et batterie. Le type 9C était construit autour d'un cylindre résistant qui constituait le noyau 100 mètres, vannes, hélices et batterie. Le type 9C était construit autour d'un cylindre résistant qui constituait le noyau réel du sous-marin. Cette coque de pression formait la structure chargée de supporter la charge de l'eau quand le navire descendait. Sa peau métallique se renforçait par des membrures intérieures et des cadres externes distribués à des intervalles réguliers, créant une armature rigide qui maintenait la forme même sous une pression croissante. La distance entre les cadres et la disposition des renforts répondait à des calculs précis destinés à garantir la stabilité structurelle en profondeur. Ce cylindre intérieur restait entouré par une coque extérieure qui abritait des réservoirs de lest et des dépôts de carburant. La configuration de double coque permettait de séparer le volume habitable de l'espace destiné au contrôle de la flottabilité. La conception assurait que, en remplissant les réservoirs externes, le navire puisse perdre de la flottabilité de façon contrôlée et commencer la descente.
La distribution de ces réservoirs n'était pas uniforme. Ils étaient placés dans des sections concrètes pour maintenir l'équilibre longitudinal et latéral. Dans la partie avant se trouvaient les tubes lance-torpilles. Le type 9 maintenait la disposition classique de 4 tubes à la proue et 2 à la poupe, alignés avec l'axe longitudinal. Les torpilles étaient stockées dans des râteliers internes, fixés par des ancrages métalliques qui évitaient les déplacements durant les manœuvres. La recharge se réalisait dans l'espace étroit du compartiment avant, où le personnel utilisait des rails et des systèmes manuels pour positionner chaque projectile face au tube correspondant. La capacité totale était limitée par l'espace disponible à l'intérieur de la coque résistante. Derrière le compartiment des torpilles se situaient les zones destinées au contrôle et à la navigation. Le poste central concentrait les instruments de profondeur, les vannes de lest, les indicateurs de cap et les systèmes de gouvernail. De là, on actionnait les vannes qui permettèrent de remplir ou de vider les réservoirs externes. Quand l'immersion était ordonnée, les vannes principales s'ouvraient et l'eau entrait dans les réservoirs, tandis que l'air était expulsé vers l'extérieur. Pour récupérer de la flottabilité, l'air comprimé était introduit à nouveau dans les réservoirs, déplaçant l'eau vers l'extérieur. Le système d'immersion était composé de réservoirs principaux, de réservoirs de compensation et de dépôts de trim. Les réservoirs principaux régulèrent la descente générale, tandis que ceux de compensation ajustaient l'équilibre selon le poids du carburant consommé ou des torpilles étirées. Les réservoirs de trim permettaient de corriger les inclinaisons en déplaçant de petites quantités d'eau d'une extrémité à l'autre pour maintenir le navire à niveau. Chacun de ces compartiments se connectait par des tuyauteries internes et des vannes de contrôle actionnées manuellement. La coque de pression avait une épaisseur calculée pour supporter une profondeur de construction d'environ 100 mètres. Ce chiffre représentait la limite de sécurité prévue dans la conception, considérant une marge structurelle qui protégeait contre les déformations permanentes. À mesure que le sous-marin descendait, la pression exercée par l'eau comprimait la structure, et la coque répondait avec de légères flexions qui étaient absorbées par les renforts internes. Dans la section centrale se trouvaient les batteries. Ces accumulateurs occupaient des compartiments spécifiques sous le sol, distribués en blocs qui fournissaient de l'énergie aux moteurs électriques durant la navigation submergée. Le nombre de cellules était déterminé par la capacité nécessaire pour soutenir les déplacements sous l'eau durant un temps limité. Quand le sous-marin naviguait en surface, les moteurs diesel actionnaient des générateurs qui rechargeaient ces batteries. Les moteurs diesel étaient installés dans le compartiment postérieur, alignés avec les axes des hélices. Il s'agissait de moteurs à 4 temps conçus pour offrir une puissance suffisante en surface et en même temps alimenter les systèmes électriques. Chaque moteur transmettait le mouvement à travers des engrenages vers les axes et pouvait se désaccoupler quand on passait au mode électrique. La disposition interne exigeait une ventilation adéquate et des conduits d'échappement qui traversaient la coque extérieure. Quand le navire s'immergeait, les moteurs diesel s'arrêtaient et la propulsion passait à dépendre de moteurs électriques connectés aux batteries. Ces moteurs généraient moins de bruit mécanique et permettaient des déplacements sous l'eau avec plus de discrétion. Le changement de système se réalisait depuis le poste central via des commandes qui déconnectaient la transmission diesel et activaient le circuit électrique. L'énergie stockée limitait la vitesse et le temps de navigation en immersion. Le compartiment des machines était renforcé par des cadres intérieurs additionnels en raison du poids et de la vibration de l'ensemble mécanique. Les axes de transmission traversaient des joints étanches avant d'arriver aux hélices externes. Dans la partie postérieure, les surfaces de contrôle incluaient des gouvernails verticaux et des plans horizontaux qui régulaient la direction et la profondeur. Ces plans pouvaient être ajustés manuellement pour maintenir le navire stable durant les descentes ou les montées. La tour de commandement s'élevait sur la coque résistante et connectait avec l'intérieur par une écoutille étanche. À l'intérieur de la tour se trouvait le périscope, qui traversait la coque de pression par un tube scellé. Le système permettait l'observation en immersion à profondeur de périscope, maintenant le reste du navire sous l'eau. Le mât pouvait se rétracter complètement quand il n'était pas utilisé. La disposition interne obligeait à une utilisation précise de l'espace. Chaque compartiment avait une fonction définie. Proue pour l'armement, centre pour le contrôle et les batteries, poupe pour la machinerie. Les couloirs étaient étroits et les couchettes se distribuaient dans les zones libres entre les équipements et les tuyauteries. Les vannes, les manomètres et les panneaux électriques occupaient les surfaces disponibles sur les cloisons et les plafonds.
Le stockage du carburant se réalisait dans des réservoirs externes intégrés dans la coque légère. Ce carburant alimentait les moteurs diesel durant la navigation en surface et déterminait la portée opérationnelle. Le transfert vers les moteurs s'effectuait via des pompes internes, contrôlées depuis le compartiment des machines. À mesure que le carburant était consommé, le système de compensation ajustait l'équilibre pour maintenir la ligne de flottaison adéquate. Le système de gouvernement incluait la roue du gouvernail et des contrôles de plan de profondeur situés dans l'aire centrale. De là, on coordonnait les manœuvres verticales et horizontales. La réponse du navire dépendait tant de la position des plans que de la vitesse générée par les moteurs. Chaque ordre requérait une coordination entre le personnel chargé du contrôle et le compartiment des machines. Dans des conditions normales, l'immersion complète se réalisait en un temps bref, pourvu que les vannes et mécanismes fonctionnent correctement. Le processus exigeait une synchronisation entre l'ouverture des réservoirs, l'ajustement des plans et la régulation des moteurs électriques. La conception structurelle et l'organisation interne étaient pensées pour permettre cette transition de la surface à la profondeur sans déstabiliser le navire. La combinaison de la coque résistante, du système de double enveloppe, des moteurs diesel et électriques, des batteries accumulatrices, des tubes lance-torpilles et du réseau de réservoirs de l'Est définissait le fonctionnement intégral du type 9C. Chaque élément faisait partie d'un ensemble coordonné qui transformait la structure métallique en une unité capable de se déplacer tant en surface que sous l'eau, maintenant le contrôle sur la flottabilité, la direction et la puissance. Couchette tiède, silence sous charge. Quand l'écoutille se fermait et que le sous-marin initiait sa patrouille, l'équipage savait que durant des semaines, il partagerait un espace réduit sans possibilité d'isolement réel. Chaque homme occupait une place assignée, bien que cette place fût rarement permanente. Les couchettes étaient utilisées par roulement. Pendant que l'un était de garde, un autre se reposait sur le même matelas encore tiède. Cette pratique, assumée comme une routine, marquait le rythme de la convivialité dès le premier jour. L'air intérieur changeait avec rapidité. Après quelques heures de navigation, le mélange de carburant, de graisse, de métal humide et de vêtements non lavés imprégnait chaque recoin. La ventilation dépendait des périodes en surface. Quand le sous-marin restait immergé durant un temps prolongé, l'ambiance devenait pesante. L'odeur du diesel restait collée à la peau et à la nourriture. La sueur ne s'évaporait pas avec facilité. Les bottes et les manteaux mouillés s'accumulèrent près des postes de travail. L'hygiène personnelle était limitée. L'eau douce était réservée à la consommation et à la cuisine. Se laver signifiait utiliser de petites quantités avec une extrême modération. Se raser n'était pas une priorité durant la patrouille. La barbe poussait de façon inégale et les sous-vêtements étaient changés peu fréquemment. Chaque objet devait trouver sa place entre les équipements, les tuyauteries et les provisions stockées. L'alimentation suivait un ordre établi. Au début du voyage, les aliments frais étaient consommés en premier. Pain, charcuterie et fruits disparaissaient les premiers jours. Ensuite restaient les conserves, les produits en boîte et les rations sèches. Les caisses étaient placées là où il y avait de l'espace libre, même sous les tables ou entre les couchettes. À mesure que les journées passaient, l'intérieur se réorganisait de façon continue pour accommoder les restes de provisions et les emballages vides. L'horaire se divisait en gardes qui se répétaient sans interruption. 4 heures de service, 4 heures de repos et de nouveau 4 heures de tâches assignées. Ce cycle constant effaçait la notion de jour et de nuit. Sous l'eau, il n'existait pas de référence visuelle de l'extérieur. L'éclairage artificiel marquait le passage du temps. Certains hommes dormaient avec facilité malgré le bruit constant, d'autres restaient éveillés de longues périodes, attentifs à la moindre variation de son. Le silence avait une valeur concrète durant les approches des convois. Quand on ordonnait l'immersion en zone de danger, les conversations cessaient immédiatement. Les outils étaient manipulés avec soin pour éviter les chocs. Le mouvement à l'intérieur de la coque se réduisait au minimum. Chaque pas était calculé. L'équipage connaissait l'importance de ne pas trahir la position par des vibrations inutiles. Dans ces moments, l'ouïe devenait la référence principale. Les opérateurs acoustiques restaient concentrés durant des heures, distinguant les hélices lointaines parmi les bruits propres. Le reste attendait les instructions sans formuler de questions. Personne n'avait besoin d'explications étendues. La routine de combat était intériorisée. L'attention ne s'exprimait pas avec des mots.
Elle se percevait dans la posture rigide et dans les regards brefs échangés au poste central. Quand commençaient les charges de profondeur, l'expérience changeait complètement. La première détonation secouait la structure interne avec un coup sec. Ensuite suivaient d'autres, plus proches ou plus lointaines. L'impact faisait vibrer les cloisons et les objets détachés. La poussière métallique tombait depuis les surfaces hautes. Les lumières pouvaient vaciller. Certains hommes fermèrent les yeux un instant, d'autres fixaient la vue sur un point concret, attendant l'explosion suivante. Le son voyageait à travers l'eau et frappait la coque avec une force irrégulière. Chaque éclatement était évalué par sa proximité. Si la détonation se produisait loin, la secousse était brève. Si elle explosait près, l'écho résonnait plus intense et prolongé. Dans ces circonstances, personne ne courait ni ne criait. Chacun restait à son poste. La discipline se maintenait même quand le sol tremblait sous les pieds. La durée de l'attaque variait. Parfois, c'était quelques minutes. En d'autres occasions, le lancement des charges se prolongeait durant des heures. La fatigue accumulée pesait sur les tours. Rester en silence exigeait une concentration soutenue. Le commandant émettait les ordres sur un ton contrôlé. Les réponses étaient courtes et précises. Il n'y avait pas d'espace pour des commentaires additionnels. L'effet psychologique de ces journées était visible après le combat. Une fois que le sous-marin s'éloignait et que le bruit extérieur disparaissait, certains hommes restaient immobiles plusieurs minutes avant de reprendre les tâches habituelles. D'autres tentaient de dormir immédiatement pour récupérer de l'énergie. Le pouls tardait à se stabiliser. La respiration revenait à un rythme normal de façon graduelle. Durant les patrouilles prolongées, l'isolement de l'extérieur devenait plus évident. Les nouvelles arrivaient par radio dans des messages brefs. L'équipage connaissait uniquement le nécessaire pour sa mission. Il n'y avait pas d'informations détaillées sur d'autres fronts. Cette déconnexion renforçait la sensation d'être séparé du monde terrestre. La référence constante était l'intérieur de la coque et le petit groupe d'hommes qui l'occupait. Les relations personnelles s'ajustaient à cet environnement clos. Les différences de caractère restaient subordonnées à la hiérarchie et aux besoins de coopération. Le respect pour la chaîne de commandement faisait partie du fonctionnement quotidien. Toute friction devait se résoudre sans altérer le rendement collectif. La survie dépendait d'une coordination précise. Le repos n'était jamais complet. Même hors de garde, chaque membre était prêt à s'incorporer en quelques secondes si un ordre sonnait. Les bottes restaient près de la couchette. Les vêtements de travail n'étaient pas retirés complètement. Le sommeil était léger et fragmenté. Le bruit constant de l'intérieur faisait partie du fond permanent, et seule l'habitude permettait de l'ignorer. En surface, durant la nuit, certains hommes montaient sur le pont pour prendre l'air frais. Ce moment bref offrait un contraste avec l'ambiance interne. L'odeur de la mer remplaçait pendant quelques minutes celle du carburant et de la nourriture stockée. L'observation de l'horizon se faisait en silence. Ensuite, ils descendaient de nouveau à l'intérieur pour continuer la routine. Le passage des jours modifiait l'état physique. Le manque de mouvement ample et l'alimentation répétitive influençaient l'humeur. Cependant, la discipline opérationnelle ne variait pas. Les tâches s'accomplissaient selon l'horaire. Le nettoyage basique de l'intérieur se réalisait avec des moyens limités. Chacun connaissait sa responsabilité. Quand le sous-marin revenait au port après une mission, la lumière naturelle s'avérait intense après des semaines sous un éclairage artificiel. Le contact avec la terre ferme impliquait un changement abrupt. L'espace ouvert contrastait avec l'environnement clos du voyage. Cependant, durant la patrouille suivante, le même groupe redescendait à l'intérieur métallique et reprenait la séquence de garde, de repos interrompu, de nourriture rationnée et de silence calculé en présence de l'ennemi, tandis que la guerre sur la mer continuait de se développer au-delà de la portée visuelle de ceux qui vivaient sous l'acier. Pockenschlag, pétrolier brûlant face à Manhattan. En décembre 1941, après l'entrée formelle des États-Unis dans la guerre, Karl Dönitz a décidé de transférer le poids principal de ses sous-marins vers l'hémisphère occidental. L'évaluation allemande partait d'une observation concrète. La côte atlantique américaine manquait d'un système de convoi organisé et le trafic marchand naviguait avec des lumières visibles, suivant des routes prévisibles très près de la Terre. Cette combinaison offrait des objectifs constants avec un risque réduit. L'opération a reçu le nom de code de Pockenschlag, connu après comme Opération Drumbeat. Le premier groupe a appareillé depuis des bases en France à la fin de décembre. Il était composé de 5 sous-marins de grande autonomie.
U-66 sous le commandement de Richard Zapp, U-109 sous Heinrich Bleichrodt, U-123 commandé par Reinhard Ardegen, U-125 dirigé par Ulrich Volkers et U-130 sous le commandement de Ernst Kals. Leur ordre était clair, opérer face aux principaux ports du littoral était attaquer le trafic commercial sans restriction. En janvier 1942, les premières torpilles ont atteint des pétroliers et des cargos face à New York, au New Jersey et à la Caroline du Nord. Les équipages allemands ont rapporté qu'ils pouvaient distinguer le profil des villes depuis la mer. L'éclairage côtier découpait la silhouette des navires contre l'horizon. Certaines attaques ont été réalisées à courte distance. Les incendies postérieurs ont été visibles depuis les plages et les promenades maritimes. Le U-123 a coulé plusieurs marchands dans les premiers jours de sa patrouille. Reinhard Ardegen a enregistré des impacts directs qui ont provoqué des explosions violentes sur des navires citernes chargés de carburant. Les flammes se sont élevées durant des heures. Des équipes de secours à terre observaient le feu sans capacité immédiate pour intervenir en haute mer. La presse locale a commencé à informer sur les explosions nocturnes face à la côte. En quelques semaines, l'offensive s'est étendue de la Nouvelle-Angleterre jusqu'à la Floride. Le trafic marchand continuait de naviguer de façon indépendante. Les autorités navales américaines ont tardé à établir un système coordonné d'escorte côtière. La priorité stratégique américaine était divisée entre le Pacifique et l'Atlantique, et la réorganisation a pris du temps. Durant cette période initiale, les sous-marins ont opéré avec une liberté notable. Les chiffres ont cru avec rapidité. Entre janvier et février 1942, des dizaines de navires ont été coulés face au littoral Est. Les rapports allemands signalaient des pétroliers, des cargos et des navires de transport. Le schéma était constant. Détection visuelle nocturne, approche en surface et tir de torpilles à courte distance. Beaucoup de capitaines marchands n'attendaient pas une attaque si près du port. L'effet psychologique dans les villes côtières fut immédiat. Les habitants de Long Island, Atlantic City et d'autres localités ont été témoins de colonnes de fumée à l'horizon. Les autorités ont commencé à ordonner des coupures de courant partielles pour réduire la visibilité depuis la mer. Cependant, durant les premières semaines, l'éclairage urbain a continué à faciliter l'identification des objectifs. À Berlin, les rapports opérationnels confirmaient des résultats supérieurs aux attentes initiales. Dönitz a considéré que la campagne face aux États-Unis offrait un rendement élevé en termes de tonnage coulé. L'instruction transmise au commandant mettait l'accent sur la concentration sur les pétroliers en raison de leur importance logistique. Les réservoirs en flammes généraient des pertes significatives et renforçaient la perception de vulnérabilité. À mesure que l'offensive avançait vers le sud, les sous-marins ont commencé à opérer dans les Caraïbes. Des navires qui transportaient du pétrole depuis le Venezuela et le golfe du Mexique sont devenus des objectifs fréquents. En février et mars 1942, des attaques face à Aruba et Curaçao ont affecté des installations pétrolières liées à l'approvisionnement allié. L'expansion géographique a répondu à la recherche de nouvelles routes peu protégées. Le golfe du Mexique a aussi expérimenté des incursions. Le trafic côtier américain maintenait des routes régulières entre le Texas et la Floride. Le manque initial de convois organisés a permis que des sous-marins allemands interceptent des cargos et des tankistes dans des eaux relativement peu profondes. Les patrouilles aériennes anti-sous-marines ont commencé à s'accroître, mais la couverture complète n'a pas été immédiate. Dans l'Atlantique moyen, une nouvelle route de convoi a été établie entre les États-Unis et Gibraltar, identifiée comme UGF et UGS pour les trajets vers l'Est et GUF et GUS pour le retour. Cette réorganisation cherchait à assurer le transit de fournitures destinées aux opérations en Méditerranée. Le déploiement a inclus des destroyers américains et, ultérieurement, des destroyers d'escorte. Cependant, durant les premiers mois de 1942, la couverture intégrale était encore en phase d'expansion. Le bilan des 8 premiers mois d'offensive dans les eaux américaines a reflété environ 600 navires alliés coulés, avec un total approximatif de 3 millions de tonnes. Ce chiffre a inclus des embarcations de différentes nationalités qui opérèrent sous contrôle allié. Les chantiers navals américains ont répondu en augmentant la production de navires type Liberty et d'autres modèles de charge. Mais l'offensive initiale a démontré la vulnérabilité temporaire du littoral. Les autorités navales américaines ont adopté des mesures progressives.
Des zones de blackout côtier ont été établies. Des convois ont été organisés pour le trafic interne. Des aéronefs de patrouille ont été déployés depuis des bases sur la côte Est et les Caraïbes. La coordination avec les forces britanniques et canadiennes a augmenté. Le processus d'adaptation a modifié graduellement les conditions opérationnelles qui avaient favorisé les attaquants. Pour la mi-1942, la situation face à la côte a commencé à changer. L'introduction systématique de convois a réduit les opportunités d'attaques isolées. Les patrouilles aériennes détectaient avec une plus grande fréquence les mouvements suspects. Certains sous-marins ont rapporté des difficultés croissantes pour s'approcher sans être localisés. La campagne s'est déplacée alors vers des zones où la couverture alliée était moins dense. Dönitz a évalué que la phase la plus productive face à la côte américaine était terminée. L'attention s'est orientée de nouveau vers l'Atlantique Nord et vers des routes en Afrique occidentale. Cependant, l'expérience de l'opération Drumbeat avait déjà altéré la perception de sécurité en territoire continental américain. Les incendies visibles depuis la Pockenschlag, pétrolier brûlant face à Manhattan. En décembre 1941, après l'entrée formelle des États-Unis dans la guerre, Karl Dönitz a décidé de transférer le poids principal de ses sous-marins vers l'hémisphère occidental. L'évaluation allemande partait d'une observation concrète. La côte atlantique américaine manquait d'un système de convoi organisé et le trafic marchand naviguait. Kuhlman a miné le Mississippi. Impact au Robert Lee. Au printemps 1942, un nouvel ordre opérationnel a assigné au U-166 une mission spécifique dans l'hémisphère occidental. Le commandement de l'unité incombait au capitaine-lieutenant Hans-Günther Kuhlman, officier qui assumait la responsabilité de conduire un sous-marin type 9C vers une zone qui commençait à acquérir une importance stratégique, le golfe du Mexique. Le U-166 a appareillé depuis la France comme faisant partie d'un groupe destiné à opérer dans les eaux américaines. Après avoir traversé l'Atlantique, il a reçu des instructions concrètes pour pénétrer dans le golfe. L'entrée s'est réalisée à travers le détroit de Floride, suivant une route qui évitait les zones avec un patrouillage aérien intense. Les communications avec le commandement se maintenaient via des messages chiffrés qui fixaient les zones de patrouille et les priorités d'attaque. Le golfe du Mexique concentrait un trafic constant de navires-citernes et de cargos qui transportèrent du pétrole et des fournitures depuis le Texas et la Louisiane vers les ports de l'Est. Les routes côtières suivaient des trajectoires régulières, ce qui facilitait la localisation des objectifs. Dans ce contexte, au U-166, il lui a été assigné en plus une tâche additionnelle. Semer des mines à l'embouchure du fleuve Mississippi, point clé de sortie pour les embarcations qui partaient depuis la Nouvelle-Orléans. L'opération de minage exigeait une approche prudente de la zone désignée. Kuhlman a conduit le sous-marin vers les proximités du delta. Les mines transportées à bord étaient destinées à être placées dans des zones où le transit marchand était fréquent. La pose s'est effectuée selon les coordonnées établies dans les ordres reçus avant le départ. Après avoir complété la tâche, le sous-marin s'est retiré vers les eaux ouvertes pour reprendre la recherche de cibles. Le 23 juillet 1942, le U-166 a localisé un convoi qui naviguait près de la côte de la Louisiane. Parmi les navires se trouvait le transport de passagers SS Robert E. Lee, qui voyageait escorté par le patrouilleur américain PC-566. Le Robert E. Lee transportait des civils, du personnel militaire et un équipage marchand. L'escorte avait la mission de surveiller la route côtière face à la présence confirmée de sous-marins allemands dans la région. Kuhlman a décidé d'attaquer. Le U-166 s'est approché à une distance adéquate et a lancé des torpilles contre le transport. L'un des projectiles a impacté le flanc du SAS Robert E. Lee. L'explosion a provoqué des dommages sévères qui ont obligé à évacuer le navire. Le bâtiment a coulé dans un intervalle relativement court. Les opérations de secours ont commencé immédiatement sous la supervision de l'escorte. De nombreux passagers et membres d'équipage ont été recueillis par des embarcations proches. Tandis que se développaient les travaux de secours, l'affrontement continuait sous la surface. L'échange s'est produit dans des eaux relativement peu profondes comparées aux profondeurs de l'Atlantique ouvert. Le U-166 Kuhlman a miné le Mississippi. Impact au Robert Lee. Au printemps 1942, un nouvel ordre opérationnel a assigné au U-166 une mission spécifique dans l'hémisphère occidental.
Le commandement de l'unité incombait au capitaine-lieutenant Hans-Günther Kuhlmann, officier qui assumait la responsabilité de conduire un sous-marin type 9C vers une zone qui commençait à acquérir une importance stratégique, le golfe du Mexique. Le U-166 a appareillé depuis la France comme faisant partie d'un groupe destiné à opérer dans les eaux américaines. Après avoir traversé l'Atlantique, il a reçu des instructions concrètes pour pénétrer dans le golfe. L'entrée s'est réalisée à travers le détroit de Floride, suivant une route qui évitait les zones avec un patrouillage aérien intense. Les communications avec le commandement se maintenaient via des messages chiffrés qui fixaient les zones de patrouille et les priorités d'attaque. Le golfe du Mexique concentrait un trafic constant de navires-citernes et de cargos qui transportèrent du pétrole et des fournitures depuis le Texas et la Louisiane vers les ports de l'Est. Les routes côtières suivaient des trajectoires régulières, ce qui facilitait la localisation des objectifs. Dans ce contexte, au U-166, il lui a été assigné en plus une tâche additionnelle: semer des mines à l'embouchure du fleuve Mississippi, point clé de sortie pour les embarcations qui partaient depuis la Nouvelle-Orléans. L'opération de minage exigeait une approche prudente de la zone désignée. Kuhlmann a conduit le sous-marin vers les proximités du delta. Les mines transportées à bord étaient destinées à être placées dans des zones où le transit marchand était fréquent. La pose s'est effectuée selon les coordonnées établies dans les ordres reçus avant le départ. Après avoir complété la tâche, le sous-marin s'est retiré vers les eaux ouvertes pour reprendre la recherche de cibles. Le 23 juillet 1942, le U-166 a localisé un convoi qui naviguait près de la côte de la Louisiane. 10 explosions. Silence après le contact acoustique. Le 30 juillet 1942, après l'impact qui avait envoyé au fond le SS Robert E. Lee, l'attention s'est concentrée immédiatement sur le sous-marin attaquant. Le patrouilleur américain PC-566, qui escortait le transport, a initié une manœuvre de recherche dans le même secteur, où s'était produit le lancement de la torpille. La position approximative du submersible a été estimée à partir du cap préalable à l'attaque et de l'angle d'approche observé. Le commandant du PC-566 a ordonné d'activer l'équipement de détection sous-marine. Un signal acoustique a permis d'établir un contact initial. Avec cette référence, le patrouilleur a ajusté sa trajectoire pour croiser au-dessus du point où l'on calculait que le sous-marin descendait. L'intention était de situer les charges de profondeur sur l'axe d'évasion prévu pour l'objectif. La séquence a commencé peu après. Le patrouilleur a lancé un total de 10 charges de profondeur dans l'air estimé. Les détonations se sont produites sous la surface à des intervalles courts. Chaque explosion a généré des colonnes d'eau et une perturbation visible sur la mer. Les observateurs à bord ont enregistré l'apparition d'une tache d'huile qui s'étendait lentement sur la surface. Le U-166 avait initié une immersion d'urgence après le tir contre le transport. La profondeur exacte atteinte à ce moment n'est restée consignée dans aucun rapport allemand postérieur, car il n'a pas existé de message transmis après l'affrontement. Cependant, les données disponibles indiquent que le sous-marin a tenté de descendre avec rapidité pour s'éloigner de la zone de poursuite. Les charges de profondeur lancées par le PC-566 étaient configurées pour détonner à une cote déterminée. La proximité des explosions par rapport à la coque du U-166 est devenue le facteur décisif. Quand une charge éclate sous l'eau, l'onde de choc se déplace avec une grande vitesse et transmet une pression à toute structure proche. Si cette pression dépasse la résistance calculée de la coque de pression, elle peut provoquer des déformations soudaines ou des fractures en des points critiques. Les rapports postérieurs de la marine américaine ont décrit une explosion secondaire détectée après le lancement des charges. Certains membres de l'équipage du patrouilleur ont interprété cette détonation additionnelle comme le signal d'un dommage significatif sur l'objectif. Cependant, à ce moment-là, on n'a pas obtenu de confirmation directe du résultat. Le contact acoustique a été perdu peu après la séquence d'attaque. Dans les minutes suivantes, le PC-566 a continué de réaliser des passages sur l'air. La tache d'huile persistait en surface et aucun reste flottant identifiable n'a été observé. L'escorte devait s'occuper aussi des travaux de secours du SS Robert E. Lee, dont les survivants étaient recueillis par des embarcations proches. Le patrouilleur a divisé son attention entre la possible neutralisation du sous-marin et l'assistance aux naufragés. Dans le cadre américain, l'évaluation initiale du combat ne fut pas définitive.
un conseil de révision navale a examiné les rapports du PC 566 et a considéré que la preuve ne s'avérait pas concluante pour affirmer avec certitude que le patrouilleur avait détruit le sous-marin. L'absence de restes visibles en surface et la possibilité que le U-166 ait réussi à s'échapper en profondeur ont laissé l'interprétation officielle ouverte. Malgré cette réserve initiale, le fait objectif demeurait: depuis le 30 juillet 1942, aucune communication n'a été de nouveau enregistrée du U-166. Le commandement allemand a déclaré la perte de l'unité après la période réglementaire sans contact. Dans les listes officielles, le sous-marin a figuré comme disparu dans le golfe du Mexique avec tout son équipage. La possibilité d'une rupture structurelle de la coque est devenue l'explication technique la plus probable à partir des données disponibles. La conception du type 9C contemplait une profondeur opérationnelle de construction proche des 100 mètres. Si le sous-marin descendait sous pression après avoir reçu l'impact d'ondes explosives proches, tout affaiblissement préalable de la structure pourrait s'amplifier. Une fissure dans la coque résistante aurait permis l'entrée soudaine d'eau sous pression, altérant l'équilibre interne en une question de secondes. Les charges de profondeur aient été conçues pour générer une surpression capable de compromettre les systèmes internes et d'affecter l'intégrité de la coque même sans contact direct. Une détonation suffisamment proche pouvait déformer les plaques d'acier, déplacer les joints et provoquer des défaillances dans les cloisons internes. Dans des conditions de combat, la combinaison de la pression externe et du dommage structurel pouvait s'avérer irréversible. Le scénario enregistré par le PC 566, contact acoustique suivi du lancement de 10 charges, perte postérieure du signal et présence d'huile en surface, coïncide avec les effets attendus sur un sous-marin atteint à courte distance par des explosions sous-marines. Cependant, en l'absence de confirmation visuelle immédiate, la destruction du U-166 est restée durant des décennies enveloppée d'incertitudes. En Allemagne, la notification officielle aux familles des 52 membres d'équipage fut émise après la déclaration de la perte définitive. Le nom de Hans-Günther Kuhlmann est resté associé à cette dernière mission dans le Golfe. Le U-166 est passé à intégrer la liste des sous-marins qui ne sont pas revenus de patrouille en 1942. À partir de ce moment, le récit historique a enregistré le combat comme un affrontement dans lequel un patrouilleur américain avait attaqué un sous-marin après le naufrage d'un transport escorté. Le manque de preuves matérielles immédiates a permis des interprétations alternatives dans les années suivantes, spécialement après qu'un autre incident aérien se fût lié aussi à la possible destruction du même sous-marin. 59 ans, coordonnées incorrectes à Houma. Après le 30 juillet 1942, le destin du DKMU-166 est resté fixé dans les registres sans une vérification visuelle directe. Dans les documents navals américains est demeuré le doute initial sur le fait de savoir si l'attaque du patrouilleur avait été définitive. Cependant, 2 jours plus tard, le 1er août 1942, s'est produit un fait qui a modifié complètement la version acceptée durant des décennies. Ce jour-là, 2 aviateurs de la garde côtière des États-Unis, le pilote Henry White et l'opérateur de radio George Boggs, réalisaient une patrouille aérienne dans un avion amphibie modèle J-4F, approximativement à 100 milles au sud de Houma, Louisiana. Durant le vol, ils ont aperçu un sous-marin naviguant à la surface. Quand l'aéronef s'est approché, le submersible a initié une immersion rapide. White et Boggs ont lancé l'unique charge de profondeur disponible dans leur appareil. L'explosion s'est produite près de l'objectif et sur la surface est apparue une tache d'huile. Après être revenus à leur base, l'incident est resté classé. 1 an après, les 2 aviateurs ont reçu la notification officielle qu'ils avaient détruit le DKMU-166 et ont été décorés pour cette action. À partir de ce moment, l'histoire enregistrée a situé la perte du sous-marin face à la côte de Louisiana à environ 100 miles au sud de Houma. Durant 59 ans, cet emplacement a figuré comme le point où le U-166 avait été coulé. Le récit officiel a lié la destruction du sous-marin avec l'attaque aérienne du 1er août, déplaçant l'action préalable du patrouilleur à un second plan. L'attribution est restée fixée dans les documents militaires, les études historiques et les bases de données navales. Dans les années postérieures, l'air signalé fut l'objet d'explorations liées à des activités pétrolières dans le golfe du Mexique.
Malgré des campagnes techniques et des expéditions organisées pour localiser le Hudson 66 dans la zone indiquée par les registres, le sous-marin n'est jamais apparu dans ce secteur. L'absence de restes confirmés n'a pas modifié la position officielle durant des décennies. En 1986, Shell Offshore a commandé une étude de risque dans l'aire du Mississippi Canyon. Durant cette reconnaissance, 2 épaves ont été détectées. L'une fut identifiée comme le SS Robert E. Lee et l'autre fut attribuée préliminairement au SS Alcoa Puritan. On n'a pas effectué de vérifications additionnelles qui confirment de manière définitive ces identifications. La référence erronée a continué de circuler dans les archives historiques. Le supposé point de naufrage du U-166 demeurait fixé au sud de Houma, tandis que le lieu où s'était produit l'affrontement avec le SS Robert E. Lee restait associé uniquement à la perte du transport. En janvier 2001, C&C Technologies, Inc. a réalisé un nouveau levé dans le Mississippi Canyon Area en utilisant le véhicule autonome sous-marin Eugene 3000. Durant cette étude, on a détecté une grande épave proche de l'aire où on avait rapporté la position du SS Robert E. Lee. Les archéologues marins Robert Church et Daniel Warren ont vérifié avec le Minerals Management Service que ce naufrage correspondait au transport coulé en 1942. Comme le SS Alcoa Puritan figurait aussi dans les registres comme proche de ce point, on a autorisé une étude additionnelle pour préciser l'emplacement exact des restes en relation avec une future route de tuyauterie. En mars 2001, cette révision élargie fut complétée. En analysant les données récoltées, Church et Warren ont observé que, en plus du SS Robert E. Lee, il existait une autre zone de reste située à moins d'1 mile à l'est de la position du transport. Cette aire avait été attribuée des années auparavant au SS Alcoa Puritan. Cependant, en comparant les dimensions et les caractéristiques générales, ils ont conclu que la structure détectée ne coïncidait pas avec la taille ni avec le type d'un cargo de ce modèle. Les mesures observées s'ajustaient en revanche aux dimensions d'un sous-marin allemand type 9C, classe à laquelle appartenait le DK-MU-166, avec une longueur approximative de 252 pieds et une largeur proche de 22 pieds. Cette coïncidence a ouvert une hypothèse différente sur l'emplacement réel du sous-marin disparu. Church et Warren ont posé que le U-159 ans, coordonnées incorrectes à Houma. Après le 30 juillet 1942, le destin du DKMU-166 est resté fixé dans les registres sans une vérification visuelle directe. Dans les documents navals américains est demeuré le doute initial sur le fait de savoir si l'attaque du patrouilleur avait été définitive. Cependant, 2 jours plus tard, le 1er août 1942, s'est produit un fait qui a modifié complètement la version acceptée durant des décennies. Ce jour-là, 2 aviateurs de la garde côtière des États-Unis, le pilote Henry White et l'opérateur de radio George Boggs, réalisaient une patrouille aérienne dans un avion amphibie modèle J-4F, approximativement à 100 milles au sud de Houma, Louisiana. Durant le vol, ils ont aperçu un sous-marin naviguant à la surface. Quand l'aéronef s'est approché, le submersible a initié une immersion rapide. White et Boggs ont lancé l'unique charge de profondeur disponible dans leur appareil. L'explosion s'est produite près de l'objectif et sur la surface est apparue une tache d'huile. Après être revenus à leur base, l'incident est resté classé. 1 an après, les 2 aviateurs ont reçu la notification officielle qu'ils avaient détruit le DKMU-166 et ont été décorés pour cette action. À partir de ce moment, l'histoire enregistrée a situé la perte du sous-marin face à la côte de Louisiana à environ 100 miles au sud de Houma. Durant 59 ans, cet emplacement a figuré comme le point où le U-166 sous 5000 pieds, identification définitive dans le Mississippi. En janvier 2001, durant une étude technique dans l'aire du Mississippi Canyon, le véhicule autonome sous-marin Hugin 3000 a parcouru le fond marin en suivant des trajectoires programmées. Le système avançait à une profondeur constante, enregistrant des images acoustiques de haute résolution du lit marin. Dans l'un de ces passages, les capteurs ont détecté une forme allongée qui se détachait. Le U-166 sous 5000 pieds, identification définitive dans le Mississippi. En janvier 2001, durant une étude technique dans l'aire du Mississippi Canyon, le véhicule autonome sous-marin Hugin 3000 a parcouru le fond marin en suivant des trajectoires programmées. Le système avançait à une profondeur constante, enregistrant des images acoustiques de haute résolution du lit marin.
Dans l'un de ces passages, les capteurs ont détecté une forme allongée qui se détachait avec clarté sur le terrain plat. La silhouette captée ne correspondait pas à une formation naturelle. Le contour montrait des lignes droites et des proportions définies. L'équipe a révisé les mesures et a vérifié que les dimensions générales coïncidaient avec celles d'un sous-marin allemand type 9C. La structure se trouvait à moins d'1 mille à l'est de l'épave identifiée comme le SS Robert E. Lee. La proximité entre les deux restes a attiré l'attention. Durant des décennies, le U-166 avait été situé dans une autre aire du Golfe. La nouvelle détection ouvrait la possibilité que l'emplacement accepté soit déplacé. Pour confirmer l'identité de l'objet enregistré par le sonar, une inspection directe fut organisée. Les jours 31 mai et 1er juin 2001, une expédition s'est déplacée au point signalé. Depuis la surface, on a lancé un véhicule opéré à distance, équipé de caméras et de projecteurs d'éclairage. L'appareil est descendu jusqu'à une profondeur proche de 5000 pieds. À cette cote, la lumière naturelle n'existe pas et toute visibilité dépendait des systèmes installés dans le véhicule. Les premières images transmises ont montré une structure métallique posée sur des sédiments fins de couleur gris verdâtre. Le terrain environnant apparaissait relativement plat, avec de légères élévations à l'une des extrémités du site. À mesure que le ROV avançait, la forme générale est devenue évidente. La coque était divisée en deux grandes sections. La partie principale, d'environ 200 pieds de longueur, s'étendait de la poupe jusqu'au-delà de l'emplacement du canon avant. Séparée d'environ 500 pieds vers l'ouest, apparaissait la section de proue, d'environ 55 pieds. Entre les deux zones, on observait un champ dense de restes dispersés sur le fond. Les caméras ont permis de distinguer des éléments caractéristiques d'un sous-marin type 9C. La tour de commandement s'élevait partiellement conservée sur la section principale. Le pont présentait des aires ouvertes et des déformations visibles. La séparation entre la proue et la poupe indiquait que la coque s'était fracturée avant de rester immobile sur le lit marin. L'opération initiale d'inspection a eu une durée limitée. Les conditions logistiques ont permis un temps total réduit de travail sur le site, avec moins de 4 heures dédiées exclusivement à enregistrer des images du sous-marin. Malgré cela, le matériel obtenu s'est avéré suffisant pour confirmer l'identification. La coïncidence des dimensions, des proportions et de la disposition externe a permis d'établir qu'il s'agissait du DKMU 166. Pour la première fois depuis 1942, il existait des images directes du sous-marin disparu. L'emplacement réel se trouvait dans les proximités du lieu où avait été coulé le SS Robert E. Lee, et non dans la position enregistrée durant des décennies au sud de Houma. Postérieurement, on a planifié une investigation plus étendue. En octobre 2003, depuis le navire de recherche R/V Ronald H. Brown, on a déployé un système de positionnement acoustique composé de 5 balises distribuées autour du site dans un arrangement de 2296 pieds de diamètre. Une fois calibré, ce système a permis de fixer des positions avec une marge d'erreur proche d'1 pied à 5000 pieds de profondeur. Le ROV a parcouru une grille formée par 63 lignes parallèles, orientées nord-sud, séparées par des intervalles de 10 pieds. L'aire couverte a atteint approximativement 945 par 600 pieds. Durant ce parcours, on a enregistré des images numériques continues et on a pris des photographies fixes de la coque et des restes distribués entre les deux sections. Au total, on a localisé 307 artefacts ou ensembles d'objets associés au sous-marin. Chaque point fut documenté et positionné via le système acoustique. Les images de haute résolution obtenues par le Hugin 3000 montraient avec clarté la silhouette de la coque divisée sur le sédiment, confirmant la séparation entre les deux parties principales et la concentration de matériaux dans le secteur occidental du site. La preuve acoustique et visuelle coïncide. L'intérieur d'une tombe scellée. Les mesures réalisées sur le site confirment que les deux moitiés correspondent au même bâtiment. La section de proue conserve les tubes lance-torpilles alignés vers l'avant, tandis que la partie de poupe maintient visibles les axes des hélices et les plans de contrôle. Entre les deux sections, l'aire intermédiaire met en évidence une séparation propre en certains points et des déchirements irréguliers en d'autres, ce qui suggère une rupture violente concentrée dans la zone centrale de la coque résistante. La coque extérieure, qui entourait originellement le cylindre structurel interne, apparaît ouverte en segments où les plaques métalliques se sont courbées vers l'extérieur.
Cette déformation coïncide avec ce qui arrive quand la pression interne dépasse la capacité de contention de l'acier. La structure longitudinale montre des déplacements abrupts, avec des cadres internes exposés et des éléments structurels visibles qui, dans des conditions normales, restaient occultés derrière le revêtement. Autour des deux grandes sections s'étend un ensemble d'objets détachés. On observe des fragments métalliques, des parties d'équipement, des restes de tuyauterie et des pièces du recouvrement. Ils ne forment pas un schéma uniforme, mais sont distribués dans un rayon qui suit la ligne entre proue et poupe. Cette dispersion indique que la séparation ne fut pas un simple naufrage progressif, mais un événement qui a libéré une énergie suffisante pour projeter des matériaux vers l'extérieur. À l'intérieur de la section de proue, les images captées montrent que certains éléments internes restent à leur place. Les tubes lance-torpilles continuent d'être alignés, bien que le compartiment présente des signes de désordre. Des objets personnels, des pièces détachées et des parties du mobilier interne apparaissent déplacées. Il n'y a pas de signaux d'intervention humaine postérieure au naufrage. L'intérieur se maintient tel qu'il est resté au moment final. Dans la section de poupe, le compartiment des machines conserve une partie de sa configuration originale. Les moteurs, maintenant immobiles, restent fixés à leur base. Les axes qui connectaient avec les hélices suivent leur position, bien que l'air montre des déformations associées au point où la coque s'est séparée. Les plaques proches de la cassure présentent des bords irréguliers, avec du métal plié vers l'extérieur et vers l'intérieur, signe de forces agissant dans des sens opposés. La fracture principale se situe dans la zone approximative où la coque résistante supportait les plus grandes tensions structurelles. Dans un sous-marin de ce type, le cylindre intérieur était conçu pour résister à une pression externe uniforme. Cependant, quand se produit une détonation interne ou une entrée soudaine d'eau qui altère l'équilibre, la distribution des forces change de façon abrupte. Le résultat peut être une rupture au point le plus vulnérable de la structure longitudinale. L'analyse du schéma des dommages suggère la possibilité d'une explosion interne. On n'observe pas uniquement des effets de pression externe, comme ceux que produirait un effondrement graduel par la profondeur. En revanche, la courbure de l'acier et la projection de fragments pointent vers une libération soudaine d'énergie depuis l'intérieur. Parmi les hypothèses considérées figure la détonation de torpilles stockées ou l'explosion de batteries, bien que l'état actuel de l'épave ne permette pas une affirmation définitive sur l'origine exacte. Autour de la coque, le fond marin présente des accumulations de sédiments qui se sont déposés durant des décennies. L'acier montre des signes clairs de corrosion avancée. En plusieurs points, on apprécie des formations irrégulières, similaires à des structures tubulaires qui croissent sur la surface métallique. Ces formations sont le produit d'une activité bactérienne qui consomme le fer dans des environnements profonds. Le processus est lent mais constant et transforme progressivement l'acier solide en dépôt fragile. Le phénomène de corrosion biologique agit dès le moment où le métal reste exposé à l'eau salée dans des conditions de basse oxygénation. Des micro-organismes spécialisés adhèrent à la surface et génèrent des composés qui accélèrent la dégradation. Avec le passage du temps, la coque perd de l'épaisseur et de la résistance. Bien que la structure principale conserve encore sa forme générale, de nombreuses sections présentent des perforations et un affaiblissement évident. L'intérieur du sous-marin reste scellé dans de nombreuses aires. Les écoutilles ne montrent pas de signaux d'avoir été ouvertes après le naufrage. Il n'existe pas d'indice de récupération de corps ni d'extraction de matériaux. Le lieu est reconnu officiellement comme une tombe de guerre. À son intérieur sont restés enfermés 52 membres d'équipage. Leurs noms figurent dans les registres navals et le site est traité avec le même respect que toute sépulture militaire. Les images obtenues ne montrent pas de restes humains visibles. Après des décennies sous pression et activité biologique, les processus naturels ont agi sur tout matériel organique. Ce qui demeure est la structure métallique qui les a entourés au moment final. Le silence du fond marin préserve la disposition générale, gelant l'instant où le navire a cessé de répondre. La séparation en deux parties définit visuellement l'état final du sous-marin. Il ne s'agit pas d'une coque intacte reposant en position stable, mais d'une structure brisée qui met en évidence le moment de sa destruction. Entre la proue et la poupe s'étend une ligne invisible qui marque le point où l'intégrité structurelle a cédé. Le champ de reste n'est pas large en comparaison avec d'autres naufrages, ce qui indique que la plus grande partie du bâtiment est descendue en bloc avant de se diviser ou immédiatement après l'impact avec le fond.
Les deux sections reposent relativement proches l'une de l'autre, ce qui renforce l'idée d'une rupture survenue peu avant ou durant la descente finale. L'activité bactérienne continue d'agir. Chaque année, des colonies microscopiques transforment de petites portions de métal en sédiments. Le changement ne s'apprécie pas en une seule visite, mais les registres comparatifs montrent une dégradation constante. La structure se modifie lentement par des réactions chimiques et par des organismes qui avancent sans interruption. Dans cet environnement sans lumière, le sous-marin reste tel qu'il est resté, divisé, avec les systèmes arrêtés et l'intérieur scellé depuis le dernier moment opérationnel. Les images n'ont pas altéré les faits. Elles ont confirmé la position exacte, l'état de la coque et l'absence de toute intervention postérieure. En 1942, la force sous-marine allemande a atteint son point de plus grande activité. Cette année-là, se sont coulés des centaines de navires marchands dans l'Atlantique et dans l'hémisphère occidental, avec des millions de tonnes de charges perdues. Chaque patrouille faisait partie d'une offensive large contre le trafic maritime allié. Chaque unité envoyée à la mer assumait le même risque. Le U-166 fut l'une de ces unités. Sa perte s'est enregistrée aux côtés de dizaines de sous-marins qui ne sont pas revenus durant cette même année. 52 membres d'équipage sont restés officiellement disparus en opération. Le lieu où maintenant ils reposent est resté incorporé à la liste des tombes de guerre sous la mer. La guerre sous-marine a maudit l'intérieur d'une tombe scellée. Les mesures réalisées sur le site confirment que les deux moitiés correspondent au même bâtiment. La section de proue conserve les tubes lance-torpilles alignés vers l'avant, tandis que la partie de poupe maintient visibles les axes des hélices et les plans de contrôle. Entre les deux sections, l'air intermédiaire met en évidence une séparation propre en certains points et des déchirements irréguliers en d'autres, ce qui suggère une rupture violente concentrée dans la zone.